Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 29 octobre 2021. Donc j'en profite en début de brief, ne rejoignez pas l'école maintenant via le Patreon. Attendez absolument lundi 1er novembre, je viens d'y penser, du coup autant en parler. Il faudra rejoindre l'école si vous souhaitez le faire via le Patreon le 1er novembre, mais si vous souhaitez le faire via les modalités crypto, c'est vrai que j'en parle en fin de brief, mais en début de brief ça pourrait peut-être être mieux indiquer les choses à plus de personnes. Mais vous pouvez rejoindre quand vous voulez par contre via les modalités crypto. Tout est dispo dans le Discord, dans la section bienvenue. Dès que vous rejoignez le Discord, vous y avez accès directement en bienvenue et tout est expliqué ici. Si vous avez une question, n'hésitez pas en haut à droite à un des professeurs. On vous répondra directement. Mais voilà, en crypto, vous pouvez rejoindre quand vous voulez, ça change strictement rien. Mais le Patreon, il faut absolument attendre le 1er novembre. Parce que la refacturation se refait le premier de chaque mois sur Patreon. Donc ça peut être bête de rejoindre maintenant et de se refaire facturer le premier. Si jamais vous avez rejoint avant, je vous rembourse le paiement de fin octobre. Comme ça, vous avez une facturation qui débute le 1er novembre. Mais évitez ça, comme ça, il n'y a pas à faire ça, quoi. Enfin bref, du coup, aujourd'hui, on parlera de Bitcoin, bien évidemment. Grosse mèche bizarre hier, donc chasse aux liquidations. On va en parler. On parlera de Ethereum également, qui est un peu plus fort que Bitcoin. On va en parler, qui est plus proche de son ATH. Et on parlera également aujourd'hui de Shiba et de Doge et de SafeMoon qui peut être l'un des prochains à prendre en valeur. On va voir techniquement ce qu'il en est, etc. On parlera bien évidemment des targets de Shiba, etc. Donc là, je vais changer de chart pour avoir un historique plus élevé ensuite. Alors du coup, le Bitcoin, on avait identifié la zone de combat ici en weekly. Tant qu'il n'y a pas de résolution baissière, il n'y a pas de pattern de retournement. Si jamais on clôture sous les 59 500 $, il y a une pattern de retournement ici. Donc tout simplement ce qui pourrait permettre de causer un dip, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant il n'y a aucun problème, juste consolidation. Rappelez-vous le momentum qui a une divergence baissière qui, dans une tendance haussière, indique de la consolidation. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Il faudra attendre que le momentum soit nettoyé, donc c'est-à-dire qu'on reprenne un momentum haussier pour reprendre une phase ascendante assez puissante. Donc en gros qu'on puisse remonter sans trop de problèmes. Donc ça je vais rester en weekly ici. Pour faire simple, en daily, on a créé une nouvelle zone de combat, donc ça c'est la zone de combat actuelle. C'est-à-dire que si on clôture dorénavant au-dessus des 62 444 $, nous avons une nouvelle pattern de retournement. Il faut savoir que le marché aime bien avaler. Les acheteurs, on les avale, on avale les vendeurs ensuite, on avale les acheteurs, etc. Donc c'est un marché qui ne sait pas trop où il va. C'est un marché qui est qui piège beaucoup les traders à levier, donc les gros leviers, surtout les contrats dérivés, ça on le voit ici. Mais voilà, la grosse mèche hier qui vient nettoyer sous les stops comme par hasard, sortie de nulle part, puis boum, on rebondit et on vient chasser les stops au-dessus de ces sommets. Enfin, voilà, ça pour moi c'est un marché qui est purement market maker. Vous comprenez maintenant l'importance de l'order flow. Et on avait vu hier ensemble, on se disait, donc on s'était quitté vers, du coup, c'était quand vers ici. Donc en gros, sur le mouvement haussier, lors du breakout, on avait vu ensemble que tant que les gens n'étaient pas en train d'acheter avec du levier, il n'y avait aucun problème, on pouvait monter. Bon bah après le brief, je dis pas que j'influence le marché, loin de là, il n'y a pas de corrélation, loin de là, c'est juste qu'après le brief, une fois que mon brief est fait, c'est à vous de regarder ensuite avec les outils si vous souhaitez de voir si les gens FOMO. Du coup moi je le fais a posteriori parce que ça s'est passé que je fais un brief tous les jours, mais ici vous voyez là l'open interest qui monte, le prix qui monte, le funding qui monte un petit peu, les spreads qui montent, donc les gens sont rentrés en long avec du levier, donc le marché fait quoi? Bah les nettoie, et donc gros nettoyage. L'open interest descend bien comme il faut, donc ça, quand l'open interest descend, c'est qu'il y a plus de positions qui se ferment que qui s'ouvrent, donc ici, une grosse liquidation. On a liquidé les mecs qui ont voulu faire partie du train, également ceux qui ont shorté, on les a liquidés juste derrière, on le voit ici, liquidation short. Donc on est dans un marché qui est très enclin à liquider les gros leverage, tout simplement. Donc ne mettez pas de gros levier sur du Bitcoin, ça sert à rien parce que vous allez vous faire liquider, actuellement c'est leur but. Et donc ensuite on peut voir que s'est-il passé. Alors, du coup dans la nuit ça s'est mis un petit peu à longue ici, petit mouvement baissier. Par contre on voit que là ça a bien clôturé des positions. Donc là ça a un peu flippé, est-ce que c'est quelqu'un qui a sorti une grosse position? Ça je vais regarder parce que ça me paraît très suspect que d'un coup on ait ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au courant de quelque chose qui a exit un gros long? Je vais regarder alors, OKEx, non, OKEx ici non plus, quoique peut-être ici, non. Très bien, je connais pas du tout cet exchange, mais c'est assez bizarre ici, là. Ok que je connais, mais là, oui, sur le contrat ici des 6 mois, sur le contrat futur à 6 mois, il y a une grosse clôture, donc il y a quelqu'un qui a clôturé une position de 30 millions environ. Donc là, il y a quelqu'un qui est au courant de quelque chose. Est-ce qu'il clôture un long? Est-ce qu'il a clôturé un short? On peut pas savoir ici. Pareil, donc ouais, il y a peut-être eu les contrats qui ont expiré.
il y a peut-être les contrats qui ont expiré, les contrats futurs. Faut que j'aille me renseigner, mais là, c'est assez bizarre de voir les. Comment dirais-je la chute comme ça. Donc, c'est peut-être les contrats. Il y a peut-être des contrats futurs qui ont expiré, je vais aller me renseigner. Je vous tiendrai au courant, mais c'est peut-être le cas, à voir. Ouais, c'est peut-être le cas. À moins que quelqu'un ait clôturé des grosses positions sur les futurs. Oui, il me semblait bien que c'était sur un exchange en particulier. Oui, donc là, même ici, on va sur Yobi, le contrat de 6 mois, il y a eu un gros dump. Donc oui, je pense que les contrats ici ont expiré probablement, c'est que sur des contrats futurs. Donc ouais, on a probablement eu l'expiration des contrats futurs. Donc bon, bah, les positions se ferment, hein, tout simplement. Ok. Donc c'est pas trop à prendre en compte ici pour le moment. Mais en tout cas, il y a eu l'expiration des contrats futurs. Il y a eu aussi l'expiration des contrats options. Donc j'ai de la chance, je les ai encore ici. Si je refresh, ça va disparaître. Mais on avait un gros niveau d'intérêt sur les 60. On a clôturé au-dessus des 60. Donc il y a beaucoup de gens qui avaient intérêt à ce que le Bitcoin soit au-dessus des 60, justement. Donc ils ont réussi à le maintenir au-dessus des 60. C'est une bonne chose, entre guillemets. Maintenant, il faut savoir que tous ces Bitcoins sont débloqués. Donc ils peuvent être vendus ou aller dans les altcoins ou ici ou là ou peu importe. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit ça va dans les alts. Donc là, on achète contre des paires Bitcoin. Ouais, on achète des altcoins avec des paires Bitcoin simplement. Donc par exemple, ETH-BTC, je l'achète avec mes Bitcoins, j'achète de l'Ethereum. Également, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vendre contre de l'USDT. On peut s'en servir comme collatéral sur des marchés leveragés. Enfin, on peut en faire plein de choses, mais dites-vous qu'il y a beaucoup de Bitcoins qui sont débloqués qui peuvent finir sur le marché. Je refresh, normalement, c'est censé avoir disparu. C'est bien le cas, du coup, on va se focus sur la prochaine expiration, la plus grosse, qui est donc le 5 novembre, si je dis pas de bêtises. Non, peut-être 28 novembre, 26 novembre 26 novembre, donc les niveaux se portent 70, 80, 90 000, 100 000. Bon, pour l'instant, je m'en fous, moi, c'est plutôt celle du 5 novembre que je trouve assez suspecte. Et on a un gros niveau d'intérêt sur les 70 000 $ côté call, donc là, c'est assez bizarre, vous voyez, il y a quasiment rien à côté, mais là, pam, gros niveau d'intérêt. Donc en gros, il y a quelqu'un qui a misé gros sur un Bitcoin à 70 000, quelqu'un ou un groupe de personnes, hein, sur un Bitcoin à 70 000 pour le 5 novembre. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au courant de quelque chose? Bon, on verra ce qu'il en est. Ce que je vois, moi, personnellement, en termes d'order flow, c'est qu'on a nettoyé énormément de longues et de gens, enfin de stops et de positions longues. Déjà, on a bien liquidé ici, mais déjà, on a bouffé énormément de stops, ce qui veut dire que là, déjà, côté long, on a sorti pas mal de gens, donc le train peut être déchargé. Une chose qui est à surveiller, c'est encore une fois, il faut que le marché monte avec un intérêt spot plus important que l'intérêt des dérivés, c'est-à-dire qu'il faut voir les spreads baisser. Actuellement, on est en train de commencer à voir ces spreads baisser, ça pourrait être bon signe. Il faut vraiment que les spreads se calment pour montrer que la demande est revenue sur le spot. Ce que j'expliquais aux élèves tout à l'heure, en gros, c'est qu'on n'est pas censé normalement retourner sous les zones de prix où on a trouvé un intérêt spot monstrueux. Je m'explique comment savoir quand l'intérêt spot était monstrueux. C'est simplement quand les spreads sur les dérivés sont plus faibles que sur le spot. Donc là, je passe en 6 heures, admettons. Hop. Et quand on voit le spread négatif ici, donc un spread, c'est quoi? C'est une différence de prix entre deux choses. Donc là, entre le dérivé et le spot. Quand le prix dérivé est sous le prix spot, c'est que c'est le spot qui lead. Donc la demande spot est énorme. Et donc, jusqu'où on est monté avec un spread négatif, jusqu'aux 52 000 $, environ 53 000 $. Donc normalement, on n'est pas censé retourner sous cette zone. On peut chasser un peu de stop, mais si jamais on enclenche un mouvement correctif, normalement le dip devrait être ici 52-53. Si jamais le dip a déjà été fait sur cette petite mèche, on repartira et on ira braquer les 67 000 $, bien évidemment. Une chose aussi que je veux noter, c'est par exemple si on prend le précédent dip, on regarde jusqu'où les spreads étaient négatifs environ, jusqu'aux 39 000 $. Bizarrement, lorsqu'on a créé ce dip ici, on s'est arrêté où? Ici, proche des 40 000, on n'a pas attaqué cette zone, on ne l'a pas cassée parce que c'est la zone d'intérêt qui a été immense sur le spot. Il y a de gros acheteurs spot ici qui défendent cette zone, donc le marché s'est reverse. Donc normalement, on devrait faire la même chose ici aux 52 000, c'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé retomber sous les 52 000 si jamais il y a un mouvement correctif qui se met en place. Ça sera juste une chasse aux liquidations sur les contrats dérivés pour liquider ceux qui mettent du levier, et hier vous avez eu la preuve que ce marché fonctionne bien malheureusement comme ça, mais que quand il y a des acheteurs qui veulent acheter plus bas et qu'il y a des liquidations, le market maker il s'en fout. Et on me demande, j'ai une question qui revient beaucoup, oui mais comment les market makers ils font pour faire baisser ou faire monter? Les market makers savent où sont les stops, les liquidations ils savent tout ça, et ce sont des gens très riches, ils sont payés pour ça. C'est-à-dire que, admettons, demain le Tron ouvre un exchange, je vais devoir faire appel à des market makers pour assurer une bonne liquidité sur ma plateforme et un bon arbitrage. Ça, c'est le but d'un exchange. Le market maker, c'est son rôle. Le market maker, son rôle, c'est aussi d'emmener le marché là où il y a besoin de liquidité et exécuter le plus de commissions possible pour que l'exchange puisse se faire de l'argent. Si Binance paye un market maker, si Bybit, FTX, etc. payent des market makers, c'est pour cela, eux, ce sont des gens qui sont très riches, qui sont payés là-dessus, tout simplement. Donc en gros, ils mettent à disposition leur liquidité pour en apporter au marché et le driver là où il y en a besoin et s'assurer que le marché soit liquide.
Donc, entre guillemets, nous sommes tous des market makers, mais nous ne sommes pas payés pour driver le marché vers des liquidités. Nous sommes là pour faire de la spéculation. Le market maker, lui, s'en fiche. Il n'est pas là pour long le Bitcoin à 3000 et le faire monter à 10 000 et faire une plus-value. Il peut faire ça avec son compte personnel s'il le veut, s'il sait où va se diriger le marché. Mais surtout, ce qui intéresse le market maker, c'est de driver le marché là où il y a de la liquidité. Et donc là où il y a de la liquidité, c'est là où il y a des zones de vente, des zones d'achat, donc des zones d'ordre, des zones d'achat et des zones où il y a beaucoup d'ordres d'achat et d'ordres de vente, et également là où il y a des liquidations sur les dérivés pour que on puisse justement amener les liquidations. C'est très simple. Si ici il y a des gros qui veulent acheter et qu'il y a beaucoup de liquidations, bah, le market maker va driver le prix là-bas pour que la liquidation s'exécute et que ça puisse filer justement les mecs qui veulent acheter juste ici. Ok. Donc techniquement, ici on peut se dire qu'il y a des gros qui sont rentrés, et ça on peut techniquement se dire, hop, sur ExoChart, je peux aller voir. Et là on voit que sur la grosse mèche d'hier, il y a eu bon nombre de liquidations ici. Donc là, on a vraiment beaucoup de mecs qui on a littéralement clôturé leur position, et donc qui ont été achetés par des gros en face. Donc là, déjà, on peut se dire que ça, et là, on le voit généralement, cette zone de prix-là est vraiment achetée par les gros très très probablement. Ok. Et donc, quand on voit ici plein de petites barres rouges sur des bottoms, on peut se dire que c'est des zones défendues. Vous voyez ici, plein de petites barres rouges. Là, il y a eu beaucoup de liquidations, donc de mecs qu'on a liquidés. Il y a des gros qui ont acheté ces liquidations ici. Donc ça aussi, c'est une zone avec de l'intérêt majeur de wells. On peut voir ça pareil sur des bougies hautes par exemple. Quand il y a plein de mecs qui se font liquider en short, bah il y a des mecs qui vendent ici dans les liquidations short parce qu'un short qui se fait liquider, il est obligé de racheter sa position. Si demain votre short est liquidé, vous allez racheter la position au marché, ça se fait automatiquement. Donc un vendeur en face peut se servir de votre liquidité à l'achat. Et donc ici, plein de shorts liquidés, il y a des gros qui ont vendu. C'est pour ça que ces zones a été défendues longtemps. On a tenté de dépasser, mais ça a vite été regagné. Donc il y a quelqu'un qui aime bien vendre dans les 64 000 $. Tout comme en face, il y a des wells qui aiment bien acheter dans les 57 000. Il y a aussi une chose qui n'est pas trop compris, ou une chose à tort, c'est que les gens ont l'impression que les wells sont toujours du même côté, mais non. Il y a des gens très riches qui sont bullish, il y a des gens très riches qui sont bearish. Bullish veut dire des gens qui sont haussiers, des gens qui sont baissiers. Bearish, baissier, bullish, haussier. Et pour faire simple, si vous regardez tout simplement le leaderboard, par exemple, de Bitfinex, en gros, ça vous donne les wells qui sont en long et en short. Donc là, par exemple, il y a des grosses wells qui gagnent beaucoup, donc lui il gagne en long, donc il est probablement en long. Mais de l'autre côté, il y a aussi des wells qui se font rect. Il y a un mec qui perd 7 millions actuellement en profit and loss sur les 24 dernières heures. Ou sur la dernière semaine, je pense que c'est sur la dernière semaine. Sur le dernier mois, il y a un mec qui est en moins 5 millions, un autre il est en plus 187 millions. Donc il y a des wells qui perdent beaucoup de pognon et des wells qui en gagnent beaucoup. Et le marché, c'est pas les wells qui sont bullish et les gens qui sont bearish. Non, il y a aussi des grosses wells qui sont bulls, des grosses wells qui sont bear. Il y a aussi des mecs qui se font liquider de grosses sommes, des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Le marché, c'est pas quelqu'un qui est bullish, enfin les wells bullish et tout le reste bearish, non. Il y a même des wells qui sont en train de se battre entre elles. Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui est bien en train de défendre les 64. Donc ça, c'est vraiment compliqué en termes d'order flow, mais je vous l'explique simplement. Il y a quelqu'un qui aime bien se servir des liquidations short dans les 64, même ici, hein. Probablement. Même là-bas, on voit donc les 64-65, c'est bien vendu. Donc on voit qu'on n'arrive pas à repasser ce niveau. Si on regarde en daily, je pense qu'on voit clairement que le marché clôture tout le temps vers cette zone. Voilà, vous voyez ici, on a tenté de breaker, mais on est vite repassé dessous. Vous voyez ici, là, grosso modo, cette zone, là, par là, vous voyez. Donc là, on bute un petit peu, on bute encore, là, on tente de breaker, on réintègre. Là, on se fait rejeter, donc ça se voit pas tellement en daily. Mais voilà, en 12 heures, ça se voit un peu mieux. Vous voyez ici, là, rejet, on revient ici, c'est rejeté à nouveau. Là, pareil, c'était travaillé. Donc il y a quelqu'un, voilà, 63,5, 64, ou un groupe de personnes, hein, mais on trouve de la vente, donc proche de la TH tout simplement. Il y a quelqu'un qui essaye de défendre les 64 000, le précédent sommet. Et au contraire, à l'achat, on voit bien ici que, bah ici, il y a des gens qui défendent bien cette zone, tout simplement. Donc le marché est dans un range entre, grosso modo, cette zone, et ça, on le voit comment. Sur le momentum, tout est corrélé, ok. Dans une tendance haussière, généralement, une consolidation connaît résolution au nord, ou s'arrête sur le premier arrêt, donc 52 300. Techniquement, on le voit ici, on n'est pas censé rebasculer sous cette grosse zone. Ça, c'est un énorme support maintenant, on n'est pas censé repasser dessous. Normalement, là, les acheteurs sont censés tenir et on est censé créer une pression acheteuse qui nous amènera plus haut. Maintenant, encore une fois, il y a le facteur des dérivés, et ça, c'est pour ça que je vous en parle souvent. Faut pas oublier qu'à tout moment, ils peuvent faire des petits mouvements d'enfoirés comme ça, juste histoire de sortir les gens. Ça, je vous l'ai dit, pour moi, le Bitcoin n'est pas bearish. S'il y a des mouvements baissiers, s'il y a des attaques baissières, c'est que pour sortir les mecs qui sont en levier sur le Bitcoin. Et là, on l'a encore vu hier soir, quoi. Où ils ont fait, pam, la grosse mèche au sud, juste pour sortir les mecs en leverage. Donc, ça peut potentiellement être bon signe. Si ça réenclenche en or, ça voudrait dire que ça, c'était justement un piège pour sortir tous les acheteurs qui avaient mis leur stop sous ces creux. Voilà, vous savez tout. Sur du court terme,
Et je finirai là-dessus. Hop, sur du court terme, ici nous avons donc bon, la petite mèche, ça on le voit bien. Pour l'instant, le premier arrêt n'arrive pas à céder. Rappelez-vous la règle du premier arrêt, tant qu'il ne cède pas, il y a une pression qui tente de faire pousser les prix plus bas. Techniquement, l'objectif c'est d'essayer d'aller plus bas. Si le premier arrêt cède, techniquement on ira en zone de rechargement de short, donc entre les 65 000 et les 63 500 $, et ensuite on verra si ce marché est mature pour faire un nouveau sommet. En termes de momentum court terme, on va voir ça. Petite divergence baissière qui s'est confirmée. Ici donc, techniquement, le marché est en train de ranger entre ces deux bornes. Attendez de voir la résolution. Si ça part en WC bullish, ça pourrait le faire peut-être quand Wall Street sera présent vers 15h, 15h30, 16h de l'après-midi, quand les Américains arrivent sur le marché. S'ils sont bearish, bon bah ça fera un breakdown baissier potentiellement. Voilà. Mais en tout cas, cette action de prix est très suspecte et on s'est vraiment assuré de sortir les longues. Donc c'est peut-être qu'il y a une volonté d'aller pousser au nord, hein, et donc le but était de sortir les derniers acheteurs. Ici sur les dérivés, là on voit que le funding baisse, c'est bien. Tant que le funding continue de baisser, techniquement on peut monter. Ça montre qu'il n'y a pas un FOMO intense sur les dérivés. Et tant que pareil, tant que l'open interest ne monte pas à nouveau, qu'il reste assez stable et que le funding reste neutre ou baisse, tant mieux, on peut monter. Ça montre que la pression est vraiment acheteuse sur le spot. Ça, ce serait une bonne chose. Je vous fais rapidement Ethereum parce que là j'ai plus grand chose à dire. Alors, tac, Ethereum ici. Bon, Ethereum, pareil. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés à l'achat ici. Vous voyez l'open interest, comment il est monté. On est passé de 3 150 milliards à 3 400 millions. Beaucoup de longs qui ont été exécutés ici avec des gros leviers probablement. Donc là, on le voit. Ok, le funding monte également, les spreads montent. Il y a beaucoup de gens qui achètent ici. Donc, Ethereum peut breaker, mais n'oubliez pas qu'à tout moment, on peut faire comme sur le Bitcoin. Petite mèche histoire d'emmerder, repartir. Parce que là, il y a beaucoup de mecs qui sont rentrés. Et donc, leurs stops sont où? Sont sous ces creux et sous ces creux. Donc sous les 4100. Donc, faudrait pas être étonné si jamais au cours du week-end, Ethereum il décide de faire un truc comme ça, juste histoire d'emmerder ceux qui sont entrés là sur le top juste ici, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont entrés. Et dites-vous que là du coup, bah, vu qu'ils sont entrés ici là, eux ils ont qu'une envie, c'est que ça pump. Mais si on commence à aller sous ce niveau là, ils vont avoir la tête sous l'eau, donc potentiellement des mecs à faire vendre plus bas et à liquider plus bas. Donc pour faire simple en termes d'order flow, tant qu'on ne rebascule pas sous les 4260, ça va, ils sont safe. Si on commence à rebasculer dessous, dites-vous que ça peut créer une pression vendeuse parce qu'on aura envie de les liquider, ces mecs-là. Parce que c'est comme ça que fonctionne le marché, bien évidemment. Et donc, ensuite, bon, j'ai fini pour l'Ether en termes d'order flow. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une zone de combat technique. Donc, il y a toujours une différence entre l'order flow et la technique. C'est pour ça que je fais toujours les deux. Techniquement, on est sur la grosse résistance. Les gens sont en train d'acheter massivement sous la résistance. C'est ce qui fait qu'on pourrait peut-être faire un dernier dip pour aller breaker réellement. On peut breaker avant, mais ça peut être aussi être un fake out pour faire ça aussi derrière et nettoyer tous ceux qui vont entrer sur le breakout ici. Mais là, de ce que je vois en termes de order flow, les gens aiment bien rentrer à l'achat. Donc, c'est pas trop ce qu'on aime voir pour avoir des bons mouvements haussiers. Pour avoir un marché qui monte, on veut voir des fundings qui baissent, etc. Par exemple, cette phase haussière sur Ethereum, elle s'est faite dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un funding qui faisait que chuter. Donc si je vous montre ici, mais regardez la phase ascendante, ça c'est le funding, hein. Le funding ne faisait que chuter, les spreads ne faisaient que chuter. Ici c'était vraiment une grosse demande spot. Ok. Les gens n'étaient pas vraiment en train de FOMO en masse ici sur les dérivés. Donc oui, l'open interest il monte, et il monte parce que le prix monte en fait, ici. Vous voyez, c'est pas un open interest qui explose littéralement. Quand on voit en termes de position en Ethereum, ça se clôturait plus. Et ici, les gens n'étaient pas trop en train de FOMO. Ça a commencé à venir ici, en fait. Et bon, bah derrière, on les a nettoyés, et là, on voit sur les spreads, ça a vraiment commencé proche du top. Donc c'est pour ça, pour monter, il faut vraiment pas que le funding soit positif, enfin, le minimum possible, et que les gens soient pas trop d'accord avec le fait que ça monte. Si tout le monde est d'accord avec le fait que ça monte et que ça va monter, bah, c'est qu'on a probablement un nettoyage avant que ça monte réellement. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et là, on le voit, hein, mais même là, encore une fois, il y a un petit peu trop de gens qui rentrent à l'achat ici. Hein. Ouais, le funding, l'open interest qui monte encore une fois à nouveau ici. Les gens aiment un peu trop acheter cette zone, donc si un breakout, méfiez-vous simplement du breakout, on va chasser les vendeurs et d'un coup, ça pourrait arriver, surtout en week-end. Surtout en week-end, les order books sont un peu moins liquides. Ça, on peut le voir ici. Hop. Mais là, par exemple, les order books sont pas très liquides. Pour faire pumper le Bitcoin jusqu'à 74 000 $, il y a besoin de 240 millions. C'est pas énorme. Hein. Franchement, c'est pas énorme. Tout comme pour le faire dumper jusqu'à 43 000 $, il faut 230 millions. Donc je dis pas qu'on ira dumper à 44, loin de là. Mais les order books sont très peu liquides. C'est très facile d'emmener le prix là où il y a de l'intérêt. Donc l'intérêt, c'est là où les gros veulent acheter et là où il y a des liquidations.
Alors, j'ai fini également pour Ethereum, et donc, le Shiba dont tout le monde parle, dont je vais parler, qui peut aussi sonner on peut sonner l'alarme, la sonnette d'alarme, puisque ici on est clairement sur une charte complètement parabolique. Faut pas oublier que ici aux États-Unis, est-ce que Shiba est dispo sur Coinbase? Je crois que oui. Oui. Aux États-Unis, sur l'App Store. Donc l'App Store, c'est en gros l'équivalent du Play Store sur Android. Donc c'est là où on peut télécharger des applications sur iOS, donc pour les iPhones, les iPads, etc. Les Mac aussi. Il y a Coinbase qui est premier des tendances aux US. Et donc ça, c'est pas pour acheter du Bitcoin. Hein. Les gens, ils sont pas en train de FOMO dans le Bitcoin. Les gens, ils sont en train de FOMO dans Shiba, probablement. Donc là, c'est des signaux alarmants. C'est-à-dire que les gros ont besoin de cette liquidité pour vendre. Et comme par hasard, on voit que quand Coinbase arrive premier, pam, bougie rouge. Donc là, il y a déjà des gros qui sortent du train. Donc si vous êtes nouveau, que vous venez d'atterrir sur cette vidéo, que vous n'y connaissez rien, que vous étiez intéressé pour investir sur Shiba, dites-vous que vous arrivez potentiellement tard. Dites-vous une règle d'or. J'achète quand c'est plat, je vends quand c'est vertical. J'achète quand la vague, quand la mer est plate, qu'il n'y a pas trop de vagues, et je vends quand ça commence à avoir trop de vagues et quand il est temps de se barrer avant de se noyer. Pensez à cette métaphore. Là, oui, c'est intéressant d'acheter du Shiba quand c'était à plat. Là, un professionnel, ce qu'il fait, c'est qu'il achetait quand c'était à plat, et le professionnel, il vend sur la montée. Il ne sait pas où est-ce que sera le top définitif. Mais dites-vous que les gros, les whales qui ont acheté ici, parce qu'elles, elles ont accumulé ici, et même plus bas encore à l'époque, elles ont besoin justement de la liquidité des gens qui arrivent au sommet pour vendre. Et donc là, savoir que Coinbase est number one sur l'App Store du côté des US, c'est qu'on est probablement dans les premières zones de distribution. Alors on peut attendre que ça arrive en France, en Espagne, en Allemagne, etc. Donc en Europe, et donc en gros ils attendent la liquidité des Européens aussi pour vendre, mais là il y a déjà la liquidité des Américains, donc des retails américains, donc faites attention. On est peut-être, je dis pas qu'on est à la fin d'un mouvement, techniquement c'est pas encore justifié, mais en tout cas là les gros commencent à décharger. Bien évidemment Shiba peut monter plus. Et donc là je vais essayer de voir avec un historique plus important, donc je parlerai du SafeMoon après, qui est peut-être en retard et qui peut performer. Mais du coup ici je vais regarder Shiba. Shiba Inu, CoinMarketCap, USD. Oh, comme ça, j'ai tout l'historique. Voilà, dites-vous que vous achetez tout là-haut. Shiba, il y a quelques semaines, il était encore là. Donc, est-ce que je dis que Shiba est mauvais ou autre? Non, parce que je sais que là, il y a les pros Shiba qui vont me tomber dessus. Mais on arrive quand même sur des targets de prise de profit assez grandes, même si vous êtes déjà dans Shiba, même si vous êtes Shiba Army, les gars, prenez des profits quand même. Hein. Si vous avez acheté là-bas, pensez à prendre des profits, c'est pas méchant. Et bon, on est en train de buter sur l'objectif des 2,618. En prochain objectif, nous avons donc les 3,618, donc ce sera aux environs des 0,00120. Donc il y a encore de la marge, et ensuite 0,0152, mais là on est déjà dans des zones de profit vraiment importantes et intéressantes. Et pourquoi le prix commence à buter ici? Parce que ce sont des zones de profit. Est-ce que ça veut dire que le marché va s'arrêter ici? J'insiste là-dessus. Techniquement, il n'y a aucune indication de on va s'arrêter ici. Bon, on est en train de pousser à la divergence, mais elle n'est pas confirmée, premièrement. Donc là, il n'y a pas de divergence encore. Il faudrait casser ici pour la confirmer. Donc techniquement, il n'y a pas le signal d'alarme de il y a un top dessiné et vous allez vous faire rect pendant plusieurs semaines. Mais en tout cas, il y a les premiers signaux d'alarme de Coinbase est quand même numéro 1 chez les Américains sur l'App Store. C'est pas rien. Il y a de l'argent qui rentre. Et cet argent, on le distribue. Et on le distribue à qui? Malheureusement, aux gens qui connaissent pas trop grand-chose et qui achètent tout là-haut. Donc je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore investi, qui connaissent rien en crypto, qui veulent investir. Le train est passé, c'est trop tard pour vous, bien que ça peut encore monter, bien évidemment. Mais en termes de risque-récompense, donc ce que je suis prêt à risquer, ce que je suis prêt à gagner, ce n'est pas intéressant. Et pour ceux qui sont déjà dedans, vous continuez d'étaler vos profits sur la montée parce qu'on ne sait pas jusqu'où sera le top. Et ça, c'est le comportement d'un professionnel. Et donc techniquement, j'ai donné les objectifs. On peut aussi en targeter d'autres. Donc là, je ne fais pas d'Elliott Wave, je fais juste des extensions de mouvement, ça n'a rien à voir. Alors, le bottom était ici. On prend ici le top, le retracement. Voilà, pareil, des nouvelles zones de profit à nouveau. Attention, si jamais le dip est... si jamais on a trouvé le dip ici, on peut donc voir les nouvelles zones d'objectifs. Donc 100% ici au niveau des 128, ensuite 147, 156, 170, 196, etc., etc., etc. Et là, on entre vraiment dans des zones de profit. Enfin, voilà, dites-vous qu'une parabole, c'est... comme ça, toujours. On l'a fait ici, et on achète quand c'est horizontal en zone de rechargement, idéalement. Est-ce que là on est en zone de rechargement? Non. Donc si jamais vous voulez investir sur Shiba, dites-vous que la zone intéressante pour vous, ça je vais le mettre là-bas, la zone d'investissement intéressante sur Shiba maintenant, elle n'est pas avant les 3753 jusqu'au 2225. Les professionnels vont essayer de racheter dans ces zones. Pour l'instant, ces zones ne les intéressent plus, c'est plutôt des zones de vente. Et donc le signal
intéressant d'investissement, c'était lorsque les W se sont montrés. Et donc, c'était le premier était ici. Et le second ici. Vous avez juste à attendre que la charte soit plate et que les W se dessinent. W ici, nouveau W ici, ça c'était des signaux d'investissement. Donc le signal est donné ici, pourquoi aller investir? Là-bas, là, c'est un peu tard. Hein. On est déjà à combien de pourcents? 800% des signaux d'investissement, vous entrez, 800% trop tard, entre guillemets, c'est un peu tard. Avec, je le rappelle, pardon, Apple. Enfin, l'App Store qui liste Coinbase premier en termes de tendance, donc beaucoup de gens ont téléchargé l'appli, probablement pour acheter du Shiba. En revanche, et du coup derrière je parle de Dodge maintenant, qui a une charte qui est plutôt plate et qui n'a pas encore connu un pump de l'univers? Bah c'est plutôt Dodge. Bon là sur Coinbase il est listé depuis pas trop longtemps, mais sur Bitrex, on regarde. Alors plutôt je vais aller choper ça sur Binance. Hop, Dodge USDT sur Binance, voilà. On est encore haut en zone de rechargement. Bon, maintenant idéalement Dodge, il était préférable de l'acheter là-bas, bien évidemment. C'est facile de le dire a posteriori, mais on est peut-être dans la même pattern qui est phase de pump, W weekly, continuation. Ça pourrait arriver. Tac, tac, tac. Ici, on l'a vu, le W, continuation. On peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire consolidation, W, continuation, et Dodge qui met une roost à Shiba ensuite. Potentiellement, les capitaux qui naviguent, les whales qui se sont gavés sur Shiba, prennent leur profit, vont investir dans Dodge, et ensuite vont distribuer sur ceux qui auront acheté du Dodge, par exemple. Et donc là, si le W se forme, ça c'est un bon signal qui pourrait donc relancer un petit peu la hype sur Dodge et lui donner des prix ascendants. Quels seraient les objectifs? Bon. Alors, objectif minimum, 38 centimes, c'est quasiment le W weekly, on va targeter plus haut. On a donc zone de rechargement de short avec la grosse résistance d'ici, ça je vais mettre en jaune, donc entre 52 centimes et 62 centimes. Si jamais on y vient, sécurisez vos positions. Sécuriser la position, c'est-à-dire soit remettre le stop au niveau d'entrée, ce qui peut être dommage, on peut se faire sortir si jamais on y revient, c'est-à-dire que si on fait ça, bon bah vous êtes out. En revanche, prendre les profits qui financent un stop qui vous coûte rien sous le stop, sous le cru ultime, c'est-à-dire que, admettons, hop, comment faire? Si on vient ici et que ça me cause une perte de 300 $, j'essaye de récupérer 300 $ de profit dans cette zone. Comme ça, je mets mon stop là-bas. Si jamais le marché fait ça, je perds rien. Normalement, ça on n'est pas censé y toucher. C'est les zones d'investissement des whales. Il y a quelqu'un des whales ici qui défendent massivement cette zone où on n'est pas censé retourner dessous. Ok? Donc Dodge techniquement est plus intéressant que Shiba dorénavant et pourrait donc le rattraper parce que là quand on regarde en termes de market cap, on voit que Shiba est passé devant, il est repassé dessous, il est repassé en dessous. Et Dodge pourrait reprendre de la place et on pourrait rentrer dans une petite débilité haussière où Dodge se retrouve par exemple derrière Tether et dépasse Cardano. Hein. Ça pourrait arriver, voire même dépasse Tether et se retrouve derrière BNB. Enfin, Shiba il est quand même monté 9e voire 8e à un moment, c'est assez hallucinant. Enfin bref, donc Dodge pourrait suivre. Techniquement, c'est cool. C'est cool. C'est pas dégueulasse. Hein. Une grosse structure qui se confirme comme ça, c'est bien. Ça me rappelle un peu XRP en 2017. Là, je vais aller sur Poloniex pour l'historique. XRP USD. Hop. Mais si vous mettez en logarithmique, franchement, c'est les mêmes. C'est-à-dire que, hop, ça on supprime. Mais Dodge peut être là. Tac, 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 tac. Pam, dernière phase haussière où ils distribuent tout ce qu'ils peuvent tout en haut. Quand on regarde Dodge ici, hop, on se dit que c'est peut-être la même charte, la même chose. Hop, 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 dernière phase haussière, tac, 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 ils distribuent tout ce qu'ils peuvent. On ne sait pas jusqu'où ça peut monter. Mais voilà, ils distribuent tout ce qu'ils peuvent pour vendre. Tout simplement. Ok? Parce que eux, ils ont acheté là-bas. Hein. Les gros sont positionnés depuis ici. En termes de rendement, ils sont à 12 000%. Dites-eux que eux, ils n'ont plus envie d'investir là-bas. Enfin, ils peuvent réinvestir s'ils veulent. Mais là, dites-vous que l'accumulation, on le voit sur le volume profile, elle s'est faite ici. Entre 1/2 centime et 2 dixièmes de centime. Enfin, 4 dixièmes d'un centime et 2 dixièmes d'un centime. Là, dites-vous que là, il y a les gros investisseurs sont Dodge, sont positionnés depuis ici. Et donc, une envie, c'est de vendre ce truc encore plus haut. Et donc, s'ils ont une grosse partie du supply, ils peuvent pousser le prix assez facilement. Donc, il y a un coup à jouer, bien évidemment, je dis pas le contraire. Il y a un coup à jouer, mais le but, c'est pas de rester holder jusqu'à la mort. Le but, c'est de vendre sur la montée si ça part. Mais en tout cas, si on vient breaker les 35 centimes, il y a un gros signal ici qui pourrait indiquer qu'on est reparti pour un tour sur Dodge. Sachant que Shiba l'a fait, les capitaux naviguent, ceux qui ont pris profit sur Dodge, sur Shiba, peuvent injecter leur cash dans le Dodge. Et ensuite, il fait boule de neige, on remet une couche sur le Dogecoin. Et donc, qui aussi peut faire partie de la famille des meme coins et peut pumper, c'est le SafeMoon. J'en avais parlé aux élèves le 27, il me semble, ou le 26.
C'était en début de semaine. Hop. Donc malheureusement, là, elle est déjà en train de partir. Mais en termes de localisation, c'est encore assez correct. C'est pas trop dégueulasse. Est-ce que moi, je viendrais investir dessus? Non. Un coup spéculatif, pourquoi pas? Mais on est dans de la spéculation, c'est-à-dire faible risque. Si le truc va à zéro, je perds, on va dire, 0,5% du capital. Donc autant dire que je m'en fous un petit peu. Et si ça performe, il y a moyen de récupérer un peu de capital. C'est toujours bien pour ensuite mettre ce cash sur un investissement intéressant. On est encore en zone de rechargement, c'est-à-dire que ceux qui investissent encore jusqu'ici, vous n'êtes pas encore trop tard, hein, c'est pas encore trop tard. Idéalement, c'était mieux de le faire sur les W, bien évidemment, ça c'est vraiment les signaux parfaits. Hein, les W sous les zones de rechargement, ça c'est y a rien de mieux quand il y a autant de W comme ça. Là c'était bien, là ça commence à accélérer, donc j'en parlais quand c'était quelque part par là, ouais, avant la grosse bougie haussière, donc quand on était ici, on commence à répéter les résistances, donc il y a vraiment un intérêt haussier sur le SafeMoon. Également, on signale vraiment un setup tout bête, cassure de trendline, les W de l'autre côté, ça c'est parfait. Signal déclenché ici à 17 000, on est déjà à 50 000. Bon, là c'était le signal intéressant. Maintenant, on est encore dans une zone intéressante pour jouer un coup spéculatif avec une faible mise. Il y a possibilité parce que, techniquement, là je pense qu'on est en train de péter les premières, etc. Ah, on va commencer à arriver dessus. Donc là, ça devrait peut-être se mettre à consolider un petit peu. Si jamais Shiba se mange une claque, ça pourrait créer un retracement également sur SafeMoon. Et donc à ce moment-là, le SafeMoon sur du court terme, si jamais il revient faire un petit tour, histoire de faire un check-out, donc c'est-à-dire secouer les gens pour faire ça, s'il revient entre 27 000 et 20 000, franchement c'est une bonne zone pour jouer un coup spéculatif, ou au niveau des 37 000. Ok, si jamais il y a un retracement, hein, ça peut arriver également. Mais sinon, quels sont les objectifs? Donc 60 000 ici, bon on est déjà proche, on va probablement consolider, peut-être un petit peu secouer pour aller breaker si vraiment il y a toujours un momentum haussier. Quelle zone vendre? Zone de rechargement en short entre 90 000 et 111 000. Les pros vont commencer à prendre profit là-dedans, donc prenez profit avec eux, sécurisez vos positions si vous êtes dans SafeMoon, bien évidemment. Vu qu'on est un petit peu dans la saison des shitcoins, ça c'est une zone où on cherche à prendre profit. Également, identifier les résistances, elles sont là. Là on voit quelqu'un bien distribué, on n'est pas passé, on n'est pas passé, on n'est pas passé, on a rejeté. Pareil ici. Vous voyez, cette zone c'est une grosse zone de vente. Donc là, il y a du profit à prendre, on va dire entre, hop, pour moi, 96 000 et 110 000. Il y a du profit à prendre là-dedans, en gros entre 90 et 111, ok? 111 000. Maintenant, si jamais cet asset a plus de potentiel, quels seraient les objectifs? On a entre 217 000 et 265 000. Il faut savoir qu'en 2017, et ce genre de chart, enfin ces assets ont exactement les mêmes charts, on venait très souvent chercher en cas de nouveau sommet au minimum 161,8. Il a vraiment la gueule d'une chart de 2017 où on n'a qu'une envie, c'est de faire ça. Donc en objectif, on aurait donc 217 000, ensuite 265 000, ensuite je focus sur 344 000, 471 000 et 599 000. Ça c'est vraiment des targets d'euphorie pure. Mais si vous pouvez de même capturer de la vente, enfin si on va là-dedans, pareil, ça c'est cadeau pour vendre ici. Ensuite, cadeau pour vendre aussi. Hop, si on vient là-bas, on vend. Ici, on vend, on vend. Donc au final, ça revient à quoi? À vendre tout simplement sur la montée, mais avec des objectifs clairs, tout simplement. Et bien évidemment, est-ce que je vais en foutre 30% de mon capital ici en pensant faire un x10 de mon cap facilement? Non, on est sur des assets à haut risque, à haut rendement, mais à haut risque. Donc vu qu'on peut avoir un haut rendement, on en profite en mettant un risque plus faible, tout simplement. Comme ça, si je mets 0,5% de mon capital ici, quand il y a des dips, je le vois pas sur mon capital. En revanche, si le truc fait x10, bah, je vais bien être content à la fin de peut-être récupérer 4 ou 5% de capital en plus. Sur un capital, je sais pas moi, à 10 000 euros, bah, ça fait toujours une performance qui est quand même honorable. On n'est pas là pour devenir millionnaire vite, on est là pour faire des gains, et ce gain, ensuite l'investir sur des choses plus intéressantes, parce que là c'est de la spéculation pure, ok? C'est pas un investissement rationnel avec un fondamental qui est correct derrière, on est juste là pour la spéculation, et on a des conditions de marché qui font que, ok, localisation intéressante, on peut faire un achat spéculatif pour tenter de le revendre plus haut ensuite, et avec ce bénéfice tout frais, tenter de le réinvestir sur quelque chose de plus intéressant pour refaire fructifier ce bénéfice. Et donc, si vous faites ça plusieurs fois, vous arrivez à la fin avec un bénéfice intéressant, tout en ayant eu un risque sur la durée qui était plutôt faible. Et donc, faible risque. Psychologiquement, si ça dump, je suis bien. Quand ça pump, je suis pas euphorique parce que je fais pas x10 sur mon capital. Et donc ensuite, je peux construire des positions rationnelles derrière. Et c'est comme ça que travaille l'argent. L'argent travaille pas. Il y a toujours l'exception du mec qui, oui, a acheté 8 000 $ de Shiba là-bas et qui a aujourd'hui je sais pas combien. Mais là, il y a un mec sur 100 000 qui font ça. Il n'y a pas 100 000 personnes qui peuvent faire ça. Il y en a toujours un ou deux dans le lot.
Ça, c'est l'exception qui confirme la règle, bien évidemment. Mais le professionnel, son but, c'est faible risque. Et ensuite, s'il y a un haut rendement, j'ai un faible risque, comme ça, dans tous les cas, ça me fera un rendement intéressant. Et aussi, faible rendement ne veut pas dire je mets un risque de malade. Non plus, il faut toujours trouver un équilibre. Et plus le risque va être, plus le rendement peut être élevé, plus le risque de volatilité peut l'être, donc je peux baisser mon risque derrière pour être à l'aise avec la position. C'est justement, c'est simplement la notion de risk-reward, de risque-rendement, combien je suis prêt à perdre pour combien je suis prêt à gagner, tout simplement. Ce qu'on a vu hier ou avant-hier, je sais plus trop. Voilà, du coup, on va se laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était un brief assez conséquent. On est vendredi, c'est le dernier, donc autant en profiter. Profitez-en, comme ça on aura vu 3 assets. Si ça vous a plu vraiment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui est fourni, à nous rejoindre sur Discord si vous le voulez, le lien est en description en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, je le répète, via le Patreon, attendez absolument lundi 1er novembre, ne rejoignez pas avant. En revanche, si vous voulez rejoindre l'école, vous pouvez le faire dorénavant, de suite via les modalités crypto, ça ne change rien. Et aussi, votre abonnement sera pris en compte à partir du lundi 1er. Donc vous aurez déjà le rôle élève, vous aurez déjà accès au contenu. Mais en gros, le décompte de votre abonnement sera pris en compte à partir du 1er. Donc vous aurez accès, par exemple, celui qui rejoint aujourd'hui, le 29 octobre, aura accès jusqu'au 1er décembre. Voilà, le week-end est offert vu qu'il n'y a pas de brief. Ça vous laissera le temps de regarder le contenu tranquillement des précédents briefs ou les cours, etc. Directement, si vous souhaitez apprendre l'order flow, le momentum, les tendances, les zones de rechargement, comment les tracer, comment prendre profit, comment créer ses propres stratégies, tout ça c'est dans les cours et dans les briefs, hein, donc n'hésitez pas si vous souhaitez perfectionner votre trading, bien évidemment. Du coup, on se retrouve lundi 1er novembre, prenez soin de vous, bon week-end à tous, ciao ciao.